Donc on va vous présenter tout d'abord les mécanismes d'action, ensuite les indications, les contre-indications et les effets indésirables, puis les modalités pratiques d'utilisation, et ensuite le ressenti des soignants et les idées reçues par rapport au CEVO. Donc d'abord, on va vous parler des mécanismes d'action. Donc ce qu'il faut savoir avec les halogénés, c'est qu'ils sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils permettent un passage de la membrane cellulaire rapide, ce qui fait du coup une diffusion cérébrale et une action qui est plus rapide aussi. On sait qu'il y a très peu, voire pas d'accumulation dans le sang, car l'élimination est principalement respiratoire, et que les halogénés étant peu solubles dans le plasma, ils permettent une induction rapide de la narcose et une élimination rapide après l'arrêt, donc un réveil des patients assez rapide. Ça, c'est ce qu'on peut voir avec ce graphique. Du coup, on voit sur la plus grosse partie que malgré une durée d'anesthésie qui augmente dans le temps, la demi-vie contextuelle, elle reste la même pour les halogénés. A l'inverse, avec les IV, on voit que dès que la durée d'anesthésie augmente, la demi-vie contextuelle, elle augmente très rapidement, notamment pour le midazolam qui a été beaucoup utilisé et même pour le propofol. Du coup, on parle de sédation inhalée, mais on parle aussi du coup de sédation expirée, vu que c'est éliminé principalement par voie pulmonaire. Comme le disait Bérénice, on a un faible niveau de métabolisation hépatique, que ce soit pour le CEVO, on est dans l'ordre de 2 à 5%, pour l'ISO, on est à 0,2, et pour le DES, on est aux alentours de 0,02%. Avec ce mode de sédation, on sait qu'on a une sédation qui est assez rapide et assez fiable, puisqu'on a un début d'action qui se fait entre 1 et 2 minutes après l'instauration, et une élimination qui est aussi rapide, elle, entre 4 et 7 minutes. L'utilisation, c'est recommandé pour une sédation légère à profonde, donc à partir d'un RAS-2. Et pour monitorer notre sédation, on va utiliser la concentration expirée en agent halogéné, qui est du coup un bon reflet de la concentration cérébrale. Et pour ça, on va regarder un paramètre qui s'appelle la FE, donc la fraction expirée, qui est de l'ordre de 0,2 à 1,4% pour le sévoflurane. On voit sur ce graphique, en moyenne, qu'un patient qui présente une FE à 0,6 sous sévo, on a dans la plupart des cas un RAS à -3, et que dès qu'on atteint une FE à 1 voire 1,2%, on est déjà à un RAS -5, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt de majorer les doses de sévoflurane au-delà de ces fractions expirées. Au niveau des propriétés du coup, on sait que les agents halogénés, et nous on parle pour le sévoflurane, mais ça a des propriétés bronchodilatatrices, des propriétés anti-inflammatoires, notamment pulmonaires, ça a un effet cardioprotecteur et ça peut avoir aussi un effet myorelaxant. Donc on va parler un petit peu plus des indications. Donc pour rappel, le sévoflurane est utilisé hors AMM en réanimation. On va vous présenter du coup, les indications qu'on a dans notre service de réanimation. Donc nous, on l'utilise beaucoup pour le SDRA, l'exacerbation de BPCO, les patients qui sont difficiles à sédater, par exemple les patients toxicomanes, sur les arrêts cardio-respiratoires, les asthmes aigus et bronchospasmes sévères, et les patients aussi à risque d'accumulation. Donc par exemple les patients obèses, les patients en insuffisance rénale chronique ou aussi sur les sujets âgés. Et on peut aussi l'utiliser sur les états de mal épileptiques. Alors, pour du coup le CEVO, les contre-indications sont des antécédents d'hyperthermie maligne ou de pathologie neuromusculaire ou porphyrie. Une allergie bien sûr connue aux agents halogénés, des antécédents d'hépatite sur les agents halogénés. Alors ça, on rappelle bien que du coup, c'était surtout sur la lotane. Voilà, on a beaucoup moins d'insuffisance hépatique maintenant avec le CEVO ou l'ISO. Pneumothorax avec fissule bronchopleurale active malgré un drainage. Les cirrhoses avancées, donc ça c'est pareil. Hein. On remarque aujourd'hui que le CEVO il est même utilisé au bloc opératoire pour des greffes hépatiques. Et l'hypertension intracrânienne, ça aussi c'est une contre-indication relative parce qu'on remarque que c'est surtout sur les patients dont on n'a pas de monitorage de pression intracrânienne. Pour les effets secondaires, donc on a un effet hypotenseur avec une dépression ventilatoire à dose dépendante, bien sûr. Plus on met de CEVO, plus le patient arrête de respirer. On a vu aussi que c'est potentialisé avec certains opioïdes et ou bien sûr le propofol.
Potentialisation de la curarisation, donc ça peut être intéressant par exemple sur les SDRA. Le diabète insipide, surtout avec le sévoflurane. L'hyperthermie maligne, qu'on a mis en rouge parce que c'est rare, mais c'est une urgence vitale plus. Donc à ce moment-là, on arrête l'agent halogéné, bien sûr, on signale au médecin et on fait l'antidote qui est le dantrolène. Alors là, on vous a mis une petite vidéo de fonctionnement. J'espère qu'elle va fonctionner, c'est pas sûr. Si. Donc là, comment ça se passe en pratique? On voit déjà qu'on a ici notre seringue avec notre agent halogéné. Arrête là 2 secondes. Je suis pas sûre de pouvoir. Ici, du coup, on a notre seringue avec notre agent halogéné qui va être administré via une tubulure spécifique directement dans notre vaporisateur. Donc notre vaporisateur, c'est ça. Ici, on a notre analyseur de gaz qui va nous permettre de monitorer plusieurs paramètres, dont la fameuse fraction expirée. Et ici, on a ce qu'on appelle la poubelle, entre guillemets, hein, qui va faire office de recueil des gaz expiratoires, que ce soit du circuit et de l'analyseur de gaz, pour éviter une pollution ambiante trop importante. Comment ça fonctionne en pratique? Du coup, le produit est envoyé du coup dans le vaporisateur. Dans le vaporisateur, une fois que notre filtre est saturé, on a le respi qui envoie un premier cycle inspiratoire. Donc on voit que le produit va aller directement dans la sonde d'intubation, donc il va être inhalé par le patient. Là, on a l'effet du coup hypnotique. Ensuite, sur la phase expiratoire, on voit ici qu'il y a une partie qui va partir dans l'analyseur de gaz pour avoir notre FE, notre TCO2, etc. Et on voit qu'il y a une partie de l'agent halogéné qui va revenir et qui va rester dans le vaporisateur. Une grosse partie, il y a quand même une partie qui part sur la branche expi. Et sur la phase inspiratoire suivante, on voit qu'il y a quand même une majeure partie. On voit qu'il y a une majeure partie du produit, du coup, qui a déjà été utilisé, qui est réutilisé pour l'insufflation suivante. Donc ça permet une épargne en sévo, en iso, en agent halogéné quelconque, du coup, sur chaque cycle inspiratoire. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc on va revenir un peu plus en détail sur le matériel qu'on utilise. Donc une seringue, donc c'est une seringue bien particulière, d'accord, avec un embout particulier qui va se brancher du coup sur la tubulure du vaporisateur. On a un embout particulier pour éviter bien sûr que ce soit branché sur une tubulure IV par exemple. Ensuite, on a donc notre analyseur de gaz qui nous permet le monitorage donc, de notre FE et aussi de notre TCO2. Donc pour notre vaporisateur, c'est lui qui va permettre le passage de l'état gazeux de l'état liquide à l'état gazeux. Il a aussi des propriétés antimicrobiennes, antivirales et d'humidification, ce qui nous permet qu'on utilise uniquement ce dispositif. On ne rajoute pas du tout de filtre humidificateur ou autre. D'ailleurs, on proscrit l'humidificateur chauffant parce que ça biaise, déjà ça sature le filtre en humidité et en plus ça peut biaiser du coup nos données. Nous, on utilise au MIR en systématique une aspiration close pour éviter en fait que le sévo soit aérosolisé lors des aspirations. Voilà, c'est pas obligatoire, mais nous, on l'utilise en systématique. Ensuite, donc, on a 7 bouteilles de sévoflurane. Ce sont des bouteilles donc, de 250 ml. Dessus, on a un embout qu'on change à chaque fois, qu'on va visser sur la bouteille, donc qui est réutilisable, bien sûr, puisqu'il vaut plus de 400 €. On ne le perd pas, c'est notre chouchou. Voilà pour la bouteille. Donc, c'est une bouteille qu'on n'utilise pas par patient, hein, qu'on laisse dans la pharmacie et nous allons remplir nos seringues au fur et à mesure que nous avons besoin. Ensuite, nous avons donc notre poubelle, le Fluorabsorbe. Donc, qui contient en fait du charbon qui va capter les résidus de sévoflurane qu'on a dans notre circuit respi et dans notre analyseur de gaz. Donc, cette poubelle, elle va être changée toutes les 10 seringues. Vous verrez sur le sur le truc de Sedana, là, ils ont des toutes petites poubelles, donc ça doit changer toutes les 4 seringues. Voilà, ça dépend de la grosseur du filtre. C'est moi encore, pardon. Donc,
Comment on le met en place? Donc en fait, une fois qu'on a monté tout notre dispositif sur notre patient, en fait, on va faire un premier bolus pour saturer notre filtre et notre circuit de 1,3 millilitres. Ensuite, on démarre notre pousse-seringue quand on a une FE supérieure à 0,1%. On met en général notre pousse-seringue à 8 millilitres heure, et si c'est un patient âgé, on le met en général à 5. Voilà, ils ont moins besoin de CEVO. Ensuite, on fait une titration, comme pour les autres médicaments qu'on peut avoir, de 0,5 à 1 ml/h toutes les 5 à 10 minutes, sans dépasser, bien sûr, une FE de 1,5%. Le but est toujours, peu importe la sédation, d'atteindre un RAS et non d'atteindre un objectif de fraction expirée. Donc, quand on a du mal à sédater un patient, on ne comprend pas pourquoi on a une FE, par exemple, à 1,2 et notre patient, il ne dort toujours pas. Donc, le but, c'est toujours de s'assurer de l'absence de coude ou d'obstruction sur le circuit, parce que ça peut être parfois uniquement, on va dire, mécanique. Et surtout, ce qu'on va regarder, c'est un bon positionnement de nos filtres. C'est-à-dire qu'il est recommandé que le filtre il soit positionné à 45 degrés et bien positionné, c'est-à-dire le côté noir en haut. Voilà. Sinon, ça dysfonctionne et ça vaporise pas du tout comme il faut le sévoflurane. On a en général une posologie en moyenne de 7 à 10 ml/h. On a la possibilité de faire des bolus de 0,3 ml 3 à 4 fois par heure selon le niveau de sédation qu'on veut et en fonction des soins qu'on a à faire. On fait ça un peu à notre sauce chez nous. Et si l'objectif de RAS est non atteint avec le CEVO, donc comme on a vu avec une fête, on va dire maximum à 1,5, on peut ajouter du propofol. Chose qu'on a par exemple beaucoup fait sur les patients Covid, qui étaient des patients difficiles à sédater. Maintenant, on va parler du coup de l'analgésie, puisque les halogénés, ce ne sont pas des analgésiques, mais on sait que ça pourrait permettre une épargne morphinique. Le CEVO, nous, on l'utilise en association avec le rémifentanil dans notre service. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut augmenter de 1 ml/h la vitesse de CEVO 5 minutes avant un soin. On sait que ça potentialise l'effet du morphinique, du coup ça évite d'augmenter la vitesse du morphinique, du coup on économise du morphinique. Par contre, il faut faire attention parce que du coup il y a un risque d'hypotension artérielle majorée en cas d'association de ces deux molécules. On sait que tout ce dispositif, c'est compatible avec un transfert pour de l'imagerie ou pour un bloc opératoire, que ce soit au scan, à l'IRM, il n'y a pas de composant électronique dans le dispositif de Sedana. On peut aussi réaliser des aérosols. Là, ici, nous, ça, c'est le nébuliseur qu'on utilise, c'est de l'aérogène, je ne sais pas ce que vous utilisez dans vos réas. Faut juste bien le placer, évidemment, entre le vaporisateur et le patient, sinon ça ne va pas bien fonctionner. Et on ne fait pas d'aérosol d'antibiotiques puisqu'il y a des interactions moléculaires et ça fait que ça peut fausser notre mesure de FE. Donc pas d'aérosol d'antibio, mais les autres, c'est OK. Au niveau de la surveillance infirmière, du coup, qu'est-ce qu'on va surveiller ? Évidemment, notre niveau de sédation, donc que ce soit notre RAS, notre BIS si on en a un, ou notre FE. La pression artérielle, ça fait sens avec ce qu'on a dit juste avant. Et pour le diabète insipide, on fait attention à la diurèse. Si on observe une diurèse supérieure à 400 ml par 4 heures, on le signale au médecin, on fait une densité urinaire et voilà. Et évidemment, comme l'a dit Béré, on fait attention au bon positionnement du vaporisateur. Dans notre service, du coup, nous, on s'est permis de faire un léger sondage où on a vu qu'il y avait globalement 90% de l'équipe infirmière qui avait ressenti plutôt positif sur ce mode de sédation. Pourquoi ? Parce que c'est quand même assez simple, c'est facile à moduler, la FE c'est assez fiable, le réveil est quand même souvent plus rapide qu'avec du propofol par exemple, et vu que c'est inhalé, on n'a pas de problème de voie d'abord. Les points négatifs qui reviennent souvent, c'est la mise en place du matériel. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même plus de matos, donc ça prend un petit peu plus de temps à mettre en place. Et il y a une incompatibilité avec le NO. Pareil que pour les antibiotiques, s'il y a des interactions, du coup, la mesure de la FE est faussée. Et du coup, malgré tout ça, on vous dit que c'est quand même intéressant, mais il y a quand même, je pense, des réticences qui persistent. Par exemple, l'exposition du coup soignante. Alors là, tout ce qu'on va vous présenter à partir de maintenant, ça sera fait sur des études qui ont porté sur l'isoflurane et pas le CEVO. Il y a très peu de données avec le CEVO, donc on s'est basé sur l'iso. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que lorsqu'on reste dans des niveaux d'exposition qui sont maintenus dans les limites recommandées, tout ce que vous voyez ici, ça n'a pas été observé, que ce soit les défaillances organiques, la neurotoxicité, les troubles cognitifs ou les effets sur le système reproducteur. Il n'y a rien de tout ça quand on reste dans les limites recommandées. Ensuite, là, je vais vous présenter vite fait deux petits graphiques. Quand on va parler de normes, alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un seuil d'exposition toxique qui a été établi à 4000 ppm. On voit qu'ici, sur ce graphique, c'est
les seuils que certains pays ont choisi d'instaurer pour une journée de travail d'environ 8 heures. Donc on voit que les États-Unis sont assez stricts en mettant un seuil à 2 ppm. À l'inverse, Irlande, Espagne, Angleterre plutôt aux alentours de 50. Et ici, c'est ce qui a été mesuré dans les pièces. Donc on voit par exemple qu'en France, on est aux alentours de 0,3 ppm de pollution ambiante. Donc on est quand même assez loin déjà du seuil toxique et quand même des normes qui ont été posées par les pays. Chaque pays, du coup, jusqu'à présent, a choisi sa propre limite d'exposition. Les pays avec les limites évidemment plus élevées sont quand même bien en dessous, ce que je vous disais juste avant, et beaucoup de pays n'ont pas de limite, c'est le cas de la France. Malgré ça, il y a quand même quelques situations où les soignants on peut être exposés aux agents halogénés. Par exemple, là comme on voit sur le graphique, on voit que le moment où on peut être le plus exposé, c'est quand on aspire un patient qui est insuffisamment sédaté. On voit qu'il y a encore d'autres situations, mais malgré tout ça, on est toujours en dessous de 2 ppm, donc on est quand même en dessous des pays qui ont les normes les plus strictes comme les États-Unis. Pour diminuer la pollution ambiante, donc comme on le disait, on a ce filtre là, donc notre poubelle qui permet l'élimination des gaz expiratoires du respi et du moniteur de gaz. On a quand même un risque d'exposition au liquide, évidemment, quand on re-remplit notre seringue, malgré les précautions qu'on peut prendre. Si jamais du liquide est renversé, c'est évidemment à dose dépendante, il s'évapore très rapidement, ça peut causer quelques céphalées qui sont transitoires. Qu'est-ce qui a été mesuré? C'est qu'avec 0,2 ml de liquide renversé, on a une concentration max à 1,7 ppm à 4 minutes, puis on descend en dessous des 0,5 à 5 minutes. D'où l'intérêt de l'adaptateur pour éviter de renverser quoi que ce soit. Et si on observe une déconnexion, on arrête la seringue, évidemment, avant de gérer le problème. Du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de la sédation inhalée en réa? On peut dire que c'est quand même un mode de sédation qui reste intéressant. Ça nous permet d'avoir une sédation de légère à profonde. Ça permet une induction et un réveil rapide. On n'a pas d'accumulation rénale ou hépatique. On a une utilisation qui reste facile et une exposition soignante qui reste minimale, voire sans risque évident. Et on a des effets protecteurs sur certains organes, donc cœur, poumon, donc ça peut être intéressant sur le SDRA et sur les arrêts cardio par exemple. Merci tout le monde. Je me tape même. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Bérénice et Maxime pour cet excellent topo, très complet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, attendez, on va vous apporter un micro. Oui, bonjour, j'ai une question par rapport à la gestion du diabète insipide. Est-ce que ça va vous amener à arrêter la sédation par Sevo ou bien ça va vous amener à faire du temps pour temps, compensation temps pour temps au niveau des apports hydriques? Comment vous gérez ça? Déjà, ça arrive très très rarement. Nous, ça nous est jamais arrivé. Mais je pense que comme tout effet indésirable sur une molécule, il est plus prudent d'arrêter le sévoflurane, sachant que, en fait, en général, on l'utilise, mais on peut utiliser aussi d'autres molécules. Donc voilà. Je sais pas si tu as d'autres. Peut-être oui, un petit élément pour compléter. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de cas en fait qui ont été rapportés. Et vous en avez peut-être vous dans votre pratique observé de diabète insipide néphrogénique qui serait attribué au sévoflurane. Il y a quelques éléments qui le laissent penser, et puis surtout parfois la réversibilité de l'épisode lorsqu'on arrête le sévoflurane. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut avoir en tête. Moi j'avoue également n'en avoir jamais vu encore dans nos services, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. La prudence, effectivement, je suis d'accord, elle est probablement d'arrêter, comme on arrêterait devant n'importe quelle suspicion d'effet indésirable d'une autre stratégie de sédation, même intraveineuse. Après, la gestion de la répercussion de ces pertes hydriques importantes, le côté de l'insuffisance rénale, etc. Bien sûr, là, il faut, selon les cas, en tout cas, rentrer dans un traitement plus symptomatique, si besoin. Oui. Nous, on est infirmières. Ça marche. Nous, on est infirmières au centre hospitalier de Valenciennes. On a tout le matériel pour. On l'utilise vraiment jamais. Enfin, vraiment. Vous l'utilisez au quotidien ou... Ouais. Franchement, on l'utilise vraiment souvent. Après, il n'y a pas, comme c'est hors AMM, c'est un petit peu en fonction des indications qu'on vous avait mises. Après, c'est aussi un petit peu en fonction de chaque médecin, comment il préfère que ses patients soient sédatés, etc. Mais nous, franchement, depuis le Covid, on l'utilise vraiment beaucoup sur les patients intubés et sur les SDRA, quasiment tout le temps, on met du Sevo. Okay.
S'il vous plaît. Oui, Laurent Fèvre, hôpital de Franche-Comté. Nous, on l'a beaucoup utilisé, notamment dans le cas de César, parce qu'on était, je crois, les troisième utilisateur. Et on a eu quelques soucis avec 2 infirmières qui étaient hypersensibles au CEVO. Il y a eu une déclaration d'événements indésirables, je ne sais pas si tu te rappelles, Mathieu. Et derrière, on a fait des tests avec un laboratoire qui s'appelle APAV pour voir l'émanation de sévoflurane dans la chambre. Et tous ces tests se sont révélés non significatif. Donc ça, effectivement, on a résolu ces problèmes comme ça. Et puis souvent, c'est un problème de mésusage. Au départ, je sais pas, ils ôtent le filtre, ils mettent pas de bouchon sur le filtre. Enfin, on a eu 2-3 petits soucis comme ça, mais très vite résolus. Et puis ma deuxième question, quand c'est qu'on aura les résultats de César, parce que ça nous intéresse énormément. C'est des questions pour moi, peut-être plutôt là. Non, vous voulez. Merci encore, Laurent, à toute l'équipe de Belfort et à toutes les équipes qui auraient éventuellement participé à cette étude César, effectivement, dont le recrutement s'est terminé au mois d'octobre l'année dernière et qui vise à comparer la sédation inhalée par sévoflurane à une sédation intraveineuse par propofol chez des patients avec un SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë. On n'a pas encore les résultats, les monitorings sont en train de se terminer, il y a quelques réponses aux queries encore à attendre, mais on espère avant l'été, effectivement, avoir les premiers résultats. Encore une fois, merci à tous les participants pour votre aide précieuse. Belfort, de tête, n'était pas troisième centre, elle était deuxième centre après Dijon, donc encore merci. Sur l'exposition des soignants, quand on en avait parlé à l'époque, le fait de se plaindre éventuellement de céphalées, etc., moi ça m'a rappelé complètement certaines matinées de mon internat d'anesthésie, typiquement en ophtalmologie, ou pour des examens sous anesthésie générale, voilà, on maintient, surtout chez l'enfant, une anesthésie générale inhalée au masque, en ventilation spontanée, et où toute la matinée, on s'en prend quand même régulièrement pas mal, alors qu'on tente bien sûr de rester le plus étanche possible. C'est vrai qu'on peut ressentir une céphalée au bout de quelques heures. Enfin, en tout cas, c'est vrai que ça m'était arrivé à l'époque. Le gros avantage, et tu l'as dit, c'est que ça se sent, le sévoflurane qui fuite dans une pièce, et ça doit faire tilter, ça doit faire rechercher effectivement un souci d'étanchéité. Peut-être qu'on n'a pas changé le fluorabsorbe, la fameuse poubelle qui récupère l'agent. Peut-être qu'on a oublié de brancher la tubulure à la sortie de l'analyseur de gaz pour la récupérer. C'est souvent l'erreur fréquente. C'est quelque chose qui doit nous interpeller effectivement. Et puis après, sur les niveaux d'exposition, les données, vous les avez montrées, on n'en a pas non plus énormément, mais elles sont toutes rassurantes, en tout cas si on suit l'utilisation, la méthode proposée par les fabricants. Toujours est-il que dans la plupart quand même des réanimations modernes, mais on ne peut peut-être pas l'étendre dans certains établissements, on a théoriquement un volume de renouvellement d'air dans les chambres qui est tel que ce risque effectivement est très probablement insignifiant. Bertrand, il y avait... Non, oui. Parce que moi, c'est vrai qu'on me fait signe depuis tout à l'heure aussi. Non, allez-y, alors peut-être madame. Oui, Sabine Valera, Marseille. J'avais une question. En fait, nous, on a beaucoup utilisé aussi. Et en fait, là, dans le cadre du Green Project, là, on nous a fait retirer tout le CEVO. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la démarche en général, éco-responsable, diminution des déchets, des déchets environnementaux, etc., dans nos exercices, notamment en soins critiques, elle est majeure. Ça, on ne peut pas la remettre en question. Je connais le dynamisme de la PHM, en tout cas à Marseille, dans ces questions-là, et mon collègue Laurent Zileskevich aussi, qui en est un acteur très actif. Je pense qu'il faut rester... ça m'embête un peu, moi, quand même, de tomber dans le tout ou rien. Pour des raisons parfois de bénéfices potentiels pour les patients. Alors c'est vrai qu'en réanimation, ces stratégies, il manque encore quand même de données sur ces bénéfices réels, potentiels qu'on peut attendre de l'utilisation et qui feraient peut-être réfléchir davantage à l'utilisation en première ligne finalement de ce type de stratégie. Le côté environnemental, faut se dire les choses aussi. Et la plupart des établissements vont dans ce sens. En France, il y a des pays comme l'Écosse qui l'ont déjà officialisé. C'est-à-dire que si on enlève le desflurane et le protoxyde d'azote des blocs opératoires, on a déjà réduit quasiment toutes les conséquences liées à ces utilisations d'agents halogénés. Et puis il y a une critique un peu facile, mais parce que ces données-là, elles sont très très difficiles à obtenir et on les obtiendra probablement jamais. C'est tout ce qu'on appelle les analyses en cycle de vie. De la synthèse jusqu'à l'élimination d'un produit, quel est son impact environnemental, à la fois sur la fabrication, la transportation, le transport, l'impact éventuellement lorsqu'on l'élimine. Ça, c'est un élément important aussi. Il n'y a pas le produit intraveineux
la sédation, certes, mais aussi des antibiotiques, etc., qu'on rejette directement dans nos éviers. Et ça, il faudrait éviter, parce que je prends un exemple tout bête, mais le propofol est un perturbateur endocrinien qu'on retrouve dans des niveaux pas négligeables dans les sols. Ça pose plein de questions, effectivement, mais je ne crois pas qu'on puisse la régler en étant trop tout ou rien, quoi. Comme souvent, la vérité est sûrement au milieu. Bertrand ? Soit moins gênant pour l'environnement que le CEVO. Il y a même des gens qui pensent l'inverse, et des spécialistes. Donc ça pose un problème particulier. Mais je n'ai pas compétence pour répondre spécifiquement là-dessus. Moi, ma question, elle serait double. C'est vrai qu'une remarque, une question. La première, c'est qu'on a développé, avec ton aide majeure, et celle de notre ami Boris Young commun à Montpellier, l'implantation de ça sur le service. Et il faut savoir que les principales oppositions sont eues des médecins. Heureusement, j'avais un médecin, qui est le Dr Touille, qui a eu la gentillesse de m'épauler dans cette démarche et qui a permis, je dirais, d'affirmer et de positionner clairement ce produit chez nous. Et le protocole César nous a un petit peu aidé, évidemment, dans cette démarche. Et c'est curieux parce que je ne m'attendais pas à ce que la démarche de réticence vienne des médecins et pas des soignants. La deuxième, c'est que quand même dans un nombre non négligeable de cas, et pas que pendant le Covid, on est confronté on arrive souvent et on voit qu'il y a quand même une sédation en parallèle qui est administrée aux patients. Et je voulais savoir si dans César, sans dévoiler le secret, tu avais noté quand même que, parce que les gens se bloquent avec un effet à 1,2. Il y a peu de données qui laissent penser qu'en montant au-dessus, ce soit beaucoup plus grave. Certes, il y a peut-être une perte d'efficacité sur des études pharmacocinétiques qui ont été faites au bloc. Je ne suis pas sûr qu'on ait la même donnée sur des études pharmacocinétiques qui sont en réanimation. Et moi, ça me gêne toujours de mélanger beaucoup de produits quand on pense qu'on peut peut-être obtenir un effet avec un seul produit. Donc je voulais savoir, est-ce que c'est normal qu'on assiste à ça? Pas toujours, mais de temps en temps. Et est-ce que, à ton avis, on peut se permettre de monter au-dessus de 1,2? Voilà, excuse-moi. Non, au contraire, merci Bertrand, c'est des très bonnes questions. Alors, les réticences, pour la première partie, elles sont logiques, elles viennent souvent d'une méconnaissance aussi des produits, etc. Mais une fois qu'on en connaît les propriétés, on peut être théoriquement que séduit par le profil pharmacologique. Après, il y a les aspects matériels, le montage du système, etc., qui sont d'autres freins, mais c'est encore autre chose. Juste quand même, j'en profite pour rappeler, ça déplaira pas à Sedana Medical, mais effectivement, nous on utilise le sévoflurane aussi depuis longtemps. Il n'a pas l'AMM dans cette indication, soyons clairs, il faut bien le repréciser. Par contre, c'est vrai que l'isoflurane, qui est maintenant commercialisé, disponible via la même société qui fait donc le dispositif, l'Anaconda, c'est Sedana Medical, lui a l'AMM depuis maintenant l'été 2020, si je ne dis pas de bêtises, 2019. J'ai un petit doute, pour la sédation des patients adultes en soins critiques qui seraient sous ventilation mécanique. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut rassurer aussi certains, même si on sait tous que notre utilisation des produits RAMM, elle est très importante en réanimation, et peut-être pas toujours bien fondée d'ailleurs. Sur la deuxième partie de la question, alors moi j'ai toujours appris aussi que si on pouvait avoir un effet avec un seul produit, ça ne servait à rien d'en associer plusieurs, puisqu'on allait au contraire s'exposer à plus d'effets indésirables potentiels, et on a toujours été élevé comme ça, on va dire. C'est vrai, il faut constater que chez certains patients, ça a été peut-être d'autant plus vrai chez les patients Covid, les besoins en sédation, ou en tout cas ce qu'on interprétait comme des besoins en sédation, ont été majeurs, et on est allé dans des escalades importantes. On a ressorti du tiroir le midazolam, alors que tout nous disait qu'il fallait surtout plus en faire à nos patients, et ça a été d'ailleurs bien montré depuis que c'était quelque chose qui est probablement pas un service qu'on rendait à ces patients. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de dose officielle à ne pas dépasser. Là, la proposition de 1,5, elle me paraît raisonnable, mais il n'y a rien d'officiel sur ce sujet-là. La question qu'on doit se poser surtout, que ce soit avec le sévoflurane, l'isoflurane ou des produits intraveineux, c'est pourquoi à un moment on a peut-être besoin d'autant de niveaux de sédation, et qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour changer peut-être de cible de sédation, si l'état du patient le permet, parce qu'on rappelle que ce n'est pas une fin en soi de sédater quelqu'un. Et puis, effectivement, tolérer quelques heures sur une courte période des valeurs supérieures, ça ne me paraît pas une hérésie. Simplement, il faut aussi être prudent, et c'est vrai que la plupart des cas, moi c'est surtout ça que j'ai en tête, mais des diabètes insipides qui ont été décrits dans la littérature survenaient en général chez des patients qui avaient des hautes doses pendant des durées prolongées. Quand on parle de durée prolongée, on parle de 7 jours, 10 jours, parfois 15 jours.
Sachant que la plupart des études, c'est sur des durées de 2, 3, 5 jours. On a très peu de données officielles en fait, sur des utilisations plus prolongées, alors que plein de centres le font sans souci apparent. Donc comme tous les produits, attention aux doses, attention à la durée. Il faut aussi qu'on se pose ces questions-là pour le propofol. Dès qu'on dépasse 4 mg kilo/heure, notamment plus de 48 heures, on expose clairement nos patients à des risques potentiellement mortels aussi. Donc c'est une approche qu'on doit avoir pour toutes nos interventions, je pense. Une dernière question. Nelly Plasnet, je suis infirmière à Bourges. Je vais parler peut-être de ce qui fâche. Hormis le coût, l'investissement du matériel, ça représente quoi comme coût par rapport à une sédation intraveineuse, par exemple? C'est pour moi aussi. On n'a pas là d'analyse médico-économique extraordinairement poussée et développée qui répondrait précisément à cette question-là. Il y avait quand même eu un travail, alors ça remonte un peu maintenant, c'était Erwan Lehr et son équipe en réamir à Brest, qui l'utilisent, je pense que c'est les premiers qui l'ont utilisé en France, globalement, l'isoflurane en particulier chez eux. Ils s'étaient amusés à faire une comparaison du coup des dispositifs et des drogues en comparant une sédation inhalée par isoflurane et une sédation intraveineuse par midazolam à l'époque. C'est un papier de 2008. Ça restait en faveur d'utilisation de l'isoflurane, qui revenait au final moins cher, consommable inclus, que le midazolam. Le midazolam, ça coûte rien. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ou en tout cas, ça ne coûte pas très cher. Et dans cette analyse-là, ils étaient plutôt en faveur de l'isoflurane. Mais on manque clairement de données. Et ça pourrait être un des arguments, effectivement, en faveur d'une utilisation un peu plus large qu'elle ne l'est peut-être actuellement. Nous, on a fait, la pharmacie nous a transmis un document, a fait une étude entre guillemets rapide entre le matériel et on va dire le CEVO, enfin le matériel qu'il nous faut pour un patient et la molécule en soi, c'est de l'ordre de 100 € par jour. Merci Maxime, merci Bérénice pour cette présentation. On va passer